B comme Bateau, l'un des plus grands producteurs de gin français. À venir, on se rend sur les lieux du crime. Son crime, élaborer l'un des meilleurs gins au monde. C'est dans ce laboratoire scientifique à l'atmosphère explosive que sont chauffés, concentrés, distillés des dizaines d'essences. Des essences appelées botaniques quand elles entrent dans la composition du gin. Et pour un bon gin, il faut parfois plus de 10 botaniques. Chaque producteur garde jalousement sa recette. Là, vous avez du fenouil, manifestement. Vous devez avoir de l'iris. C'est bien des grains de coriandre, vous les voyez. Donc là-dedans, vous avez à la fois l'ingrédient et l'extraction qu'on a pu en faire. Mon importateur britannique me dit, Jean, je vois que tu nous fournis en gin. Alors je dis, attends, je vends du Mekwelu aux Chinois, je vends de la vodka aux Russes, mais de là à vendre du gin aux Anglais, c'est pas gagné. Et pourtant, la maison Boudier a réussi son pari. Son Safran Gin s'exporte dans 32 pays, dont la Grande-Bretagne. Et ce n'est pas le seul gin français à connaître un large succès outre-Manche et dans les bars du monde entier. Le gin Citadel, produit dans la région de Cognac, est très apprécié des mixologues et autres spécialistes des cocktails. Tout comme J-Vine, un gin réalisé avec du raisin dans le Bordelais. Le savoir-faire français en matière de gin est apprécié dans le monde entier. En France, il y a d'autres acteurs encore qui sont un peu moins connus. Moi, je pense notamment au gin One and Nine qui est produit en Corrèze. À Berlin, voilà, j'ai trouvé cette bouteille uniquement distribuée en Allemagne, mais qui est Product of France. À Dijon, la maison Boudier a bâti sa réputation sur les liqueurs et les crèmes de fruits. Le savoir-faire familial remonte à 1874. Jean Bateau est appelé le globe-trotteur du cassis. Tous les ans, je demande à un artiste bourguignon, pour illustrer notre carte de vœux, de créer une œuvre que je lui achète, à condition qu'il respecte totalement son style. La maison Boudier, c'est un chiffre d'affaires annuel de 12 millions d'euros. Le gin ne représente que 10% des ventes. C'est pourtant la grande fierté de la maison Boudier. C'est la même recette depuis 70 ans et Jean Bateau ne craint pas d'en dévoiler certains secrets. Et je vous propose de vous rendre de l'endroit où on fait les préparations. Donc, voici les composants du gin Boudier. De l'écorce d'orange, elle est désestée. L'angélique, une racine. C'est un très joli nez. Du coriandre, sous la forme grain. C'est de la racine d'iris, elle est broyée là. Du fenouil, tout le monde connaît le fenouil. Et il y a le citron et la limette, c'est-à-dire le citron vert et le citron jaune, si vous voulez, pour faire plus simple. Et puis je termine par là, le genièvre. Ça, c'est le London Dry Gin Boudier. Moi, je vois les choses, j'allais dire, avec ma gueule de bourguignon. C'est une vision du gin qui est tout dans la propreté. C'est un produit qui doit être très propre, tranchant. Et puis, arriver à cette chose intéressante, c'est qu'on ne peut plus, dans un produit d'assemblage et de distillation commune, comme je l'évoquais tout à l'heure, on ne peut plus dire « Ah, ça, je sens le coriandre. Ah, ça, je sens le fenouil. Ah, là, je sens l'orange verte, l'angélique ou ce que vous voulez. » Tout est fondu et ça crée un nouveau goût. Pour fabriquer son gin, la maison Boudier a recours au procédé le plus couramment utilisé dans la distillation des alcools, la vapeur. La chaleur dégagée permet d'extraire les arômes des épices. Tout se passe ici, dans des alambics vieux de 140 ans. C'est un système de bain-marie, c'est de l'eau chaude qui est dans l'enveloppe. Alors là, dans ce cas-là, dans la poire à parfum, il faut mettre une quantité d'eau dedans suffisante et nécessaire pour éviter les phénomènes de caramélisation. C'est le principe du London Dry Gin. London Dry Gin consiste à distiller tous les botanicals, tous les ingrédients en même temps, distillés ensemble, obtention d'un concentré qui fait dans les 80 degrés, et ce distillé concentré, une fois calmé, ayant perdu de sa méchanceté, de sa brûlure naturelle, est dilué dans une proportion d'eau et d'alcool qui fait qu'on ne fait pas de gin en dessous de 37 degrés 5, mais atteigne facilement 40 degrés, 45 degrés. La maison Boudier a bâti sa réputation sur la liqueur de cassis. Après son rachat en 1936 par Marcel Bateau, grand-oncle de Jean,
L'entreprise se diversifie. Le gin débarque à Dijon à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La 7e armée américaine d'occupation lance un concours pour sa fourniture en gin. Marcel Bateau décroche le marché au nez et à la barbe des Anglais. On a eu des dotations, évidemment de combustible pour les alambics, mais également de bouteilles carrées, de bouchons, d'alcool, puis par voie de conséquence de sucre. Et tout ça a permis de sauver la maison Boudier, lorsqu'à cette époque-là, à la fin de la guerre, 32 maisons de cassis disparaissaient à Dijon. Nous, on n'a pas été sauvés par le cassis, mais par le gin. Inventé par les Hollandais, l'alcool de genièvre va connaître un triste succès à la fin du XVIIe siècle en Angleterre. À son arrivée sur le trône, Guillaume III d'Orange libéralise la distillation et la vente de gin. Londres devient une vaste distillerie où un Londonien sur 4 est lié à son commerce ou à sa consommation. En 1721, la ville compte près de 7000 bars à gin et 9 millions de litres sont produits et engloutis. Le phénomène vire au cauchemar et va rester dans l'histoire sous le nom de gin craze ou folie du gin. Les conséquences sociales sont désastreuses, à tel point qu'un célèbre peintre du XVIIIe siècle immortalise les ravages du gin dans une gravure apocalyptique, où les hommes disputent les os aux chiens, où une mère tue sa fille de 2 ans pour vendre ses vêtements. Un fait divers avéré qui horrifia l'Angleterre de l'époque. Il faut 2 lois restrictives appelées Gin Acts en 1736 et 1751 pour mettre fin à 30 années de ravages. Les Londoniens pleurent alors Madame Ginevra, le surnom du gin. On a fait ce gin Citadel qui fait référence d'ailleurs à la première genièvrerie française officielle, patentée, qui était patentée par Louis XVI en 1775. Et c'était à Dunkerque à l'époque. Bon, la Citadelle n'existe plus à Dunkerque. On a fait des recherches sur justement, à l'époque c'était un genièvre qui était en fait le grand-père du gin, qui progressivement est devenu le gin. L'histoire de ce premier gin français se prolonge aujourd'hui grâce à Alexandre Gabriel. Président de Cognac-Ferrand depuis 1989, il a relancé la production d'un gin fabriqué selon les recettes et méthodes de l'époque. Outre le genièvre, le gin Citadel est composé de 18 épices, infusées séparément puis distillées dans des alambics charentais. Utilisés habituellement pour le cognac, ces alambics ont pour particularité d'être chauffés à feu nu et non à la vapeur. C'est comme quand vous cuisinez un steak, si vous voulez, soit vous faites bouillir, soit vous le faites dans une bonne poêle, faites revenir, et là vous avez une caramélisation. C'est la même chose, la distillation à feu nu. C'est une distillation qu'on appelle non rectifiante, où justement on vient concentrer les épices. Après avoir ressuscité le gin de Dunkerque, Alexandre Gabriel relance la méthode de vieillissement en fût. Des fûts utilisés pour le cognac notamment. En 2008, ces bouteilles Citadel Réserve relancent cette mode du gin âgé et coloré appelé Yellow Gin. Citadel renoue ainsi avec les origines de ce spiritueux. Quand Alexandre Gabriel a réfléchi sur comment le gin voyageait de Dunkerque à l'Angleterre, il s'est aperçu qu'il ne voyageait pas en bouteille mais en fût, et que donc naturellement il se patinait avec le fruit du fût. Donc il s'est dit je vais faire la même chose. Donc il fait vieillir 6 mois en fût son Citadel, et puis ce produit franco-français a fait des émules, et c'est vrai qu'on voit vraiment maintenant à travers le monde de plus en plus de marques proposer des Yellow Gin. Passionné de spiritueux, de vin et de cocktails, Julien Mingros a lancé le blog Extraterrien en 2009. Boisson correcte exigée, prévient son site qui possède une rubrique Monsieur Gin. On y retrouve sa collection de 100 bouteilles de gin, agrémentées de conseils, de dégustation, de cocktails et d'un peu d'histoire. En toute sobriété, Julien est l'un des rares blogueurs français à défendre le mal-aimé des spiritueux. Au début des années 2000, donc c'était même pas si loin que ça, le gin et la vodka étaient quasiment au même niveau, et 10 ans après, le gin avait perdu quasiment un tiers, et la vodka avait fait quasiment x5. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui le renouveau du gin est là, c'est parce que les gens commencent à se lasser de la vodka, et trouvent que ça manque d'élégance, ça manque de complexité, chose que le gin apporte. Hi, I'm Jim Ryan, brand ambassador for Hendrick's Gin, most unusual gin.
Depuis 15 ans, les marques de gin ont renouvelé leurs recettes et musclé le marketing. Hendrick's, gin écossais lancé en 1999, a dégainé le premier. Dans sa communication, il revendique une part nonsense, très british, à la manière des Monty Python. Hendrick's est vraiment une marque qui a permis ce renouveau et cette modernité du gin, parce qu'effectivement avant c'était plutôt considéré comme l'alcool de grand-mère, et là ils ont, rajoutant des pétales de rose, en rajoutant du concombre, ont apporté un goût nouveau, un goût plus frais, un goût plus jeune, avec effectivement aussi un marketing nettement plus travaillé, s'appuyant sur des codes ancestraux, mais qui sont complètement marketés, construits, c'est du pur storytelling. Pour obtenir le même résultat, les Allemands de Monkey 47 jouent davantage sur l'authenticité, le terroir. Ils mettent en scène un distillateur barbu qui utilise des herbes récoltées directement à la ferme. On prête depuis toujours des vertus médicinales au gin. Cela explique la forme des bouteilles plus proches des fioles d'apothicaire que des flacons de vin ou des canettes de bière. C'est d'ailleurs par la médecine que le gin a connu un premier regain de popularité. À la fin du 19e siècle, les soldats anglais étaient de grands consommateurs de gin tonic pour lutter contre les maladies. We are in India. It's a colonization. The British Empire is, working in India, and the main issue the people have, the soldiers have, is very simply they get malaria. The solution is simple. We need to have the British soldier taking quinine. Problem is, quinine is very bitter and doesn't really taste nice at all. Solution is quite simple. Get a bit of quinine powder, put a bit of alcohol, why not use gin, and then top it up with a bit of siphon soda and make it a tonic. Make sure every single soldier have a couple of gin and tonic at night before to go to bed. Maybe get them a little drunk. They may wake up with a hangover, but they won't wake up with malaria. Avec son histoire mouvementée, ses producteurs français méconnus, son goût sec et tranchant, le gin fait moins de bruit que la vodka ou le whisky. Cet alcool a pourtant des défenseurs discrets et haut placés, comme en témoigne cette phrase du mari de Margaret Thatcher, Denis. « Je ne sais pas dans quel genre de réception je suis, mais pour l'amour de Dieu, servez-moi un gin avec du tonic. » L'histoire ne dit pas si le gin était français. Une recette la plus drôle que je connaisse consiste à remplir le verre à martini d'un tiers, secouer, jeter tout le martini et mettre du gin.